Bonjour, alors aujourd'hui, on va voir que tout corps peut être plongé dans un corps algébriquement clos. C'est une preuve qu'on fait en master, en général, dans un cours d'algèbre. En master 1, normalement les masterisés en maths doivent l'avoir vu une fois. C'est vrai qu'il est intéressant, soit parce que on l'utilise tellement qu'un jour, faut bien avoir vu la preuve, mais la preuve n'est pas si importante que ça à connaître à l'agrégation, ni pour l'écrit, ni pour l'oral. C'est des techniques assez particulières. Ça fait penser au théorème d'Archimède, sauf qu'il ne reçoit pas de poussée de bas en haut, et en fait c'est le théorème de Steinitz. Bien. Plus précisément, le théorème de Steinitz dit qu'il existe une unique clôture algébrique du corps K, qu'on appelle K bar, à isomorphisme près. Alors qu'est-ce que c'est qu'une clôture algébrique? C'est un corps algébriquement clos qui contient K. Alors algébriquement clos, vous savez ce que ça veut dire, hein, ça veut dire que tout polynôme à coefficient sur ce corps a des racines dans ce corps. Quand il n'est pas constant, évidemment. Et deuxièmement, c'est là où c'est la différence entre plonger dans un corps algébriquement clos et clôture algébrique, c'est que pour tout x de K bar, alors x est algébrique sur K. Donc il est racine d'un polynôme à coefficient dans K. Ça, c'est ce qui permet d'avoir justement l'unicité. Alors, la preuve qu'on va donner, par rapport à la preuve que moi j'ai eue et que j'ai souvent aussi prodiguée, c'est une preuve que je trouve assez intéressante. C'est une preuve qui donne directement la clôture algébrique en question. C'est-à-dire K bar est égal à A sur M, où M, bien sûr, est un idéal maximal de A. Donc A, on va construire A une K-algèbre, M un idéal maximal de A, et le corps, ce sera A sur M. Vous voyez, moi, la preuve que j'avais, c'était une preuve. On construit comme ça par induction des corps de décomposition au fur et à mesure. Et après, avec un espèce de lemme de Zorn, on disait, oui, ça finit par converger vers quelque chose. Mais bon, c'est assez frustrant. Moi, c'est la même frustration que j'ai quand on me parle de racine de 2. Bon, racine de 2, alors, il y a des gens qui ont l'illusion que ça existe, parce qu'on leur dit, oui, c'est 1,4, puis 1, puis 4, puis... Ouais, bon, vas-y, tu continues tout droit, et puis il y a des panneaux racine de 2, et puis c'est par là, et après c'est tout droit. Bon, ouais, mais bon, c'est un peu le Père Noël, là, hein, si vous voulez, racine de 2. Alors que en algèbre, racine de 2, c'est quoi? On regarde Q de x, là, notre polynôme sur le corps Q, et on regarde x2 moins 2, qui est irréductible sur Q, et on quotiente. Donc on va avoir évidemment un idéal maximal, et donc ce qu'on obtient, c'est un corps, et dans ce corps, racine de 2, ça va être x bar, quoi. Ça va être la classe de x modulo x2 moins 2. Bon, là au moins, on a quelque chose de solide, c'est pas juste une promesse d'y arriver. Alors, la preuve que je vais vous présenter, c'est une preuve de Zorn que j'ai lue dans un article de Keith Conrad. Donc, il fait des tas de choses, Keith Conrad. Je vous conseille de regarder sa page, elle est merveilleuse. Et bon, il dit que c'est une légère adaptation, modernisation de la preuve de départ de Zorn, de l'article en plus de Zorn, où il a dû, pour cela, créer le lemme de Zorn. Je vous rappelle comme ça que si M est un idéal maximal de A, ça veut dire que y a pas d'idéal au-dessus, à part évidemment A. Mais A, il est hors concours, hein, parce qu'il contient l'unité. Bon. Donc M, lui, ne contient pas l'unité par définition. Et si M est un idéal de A, A sur M est forcément un corps. Je vous rappelle quand même la preuve. A priori,
A sur M est un anneau, mais il faut montrer que tout élément non nul de A sur M est inversible. Donc on prend X bar non nul, ça veut dire que X, quand on le relève dans A, n'est pas dans M, ce qui veut dire que X et M, l'idéal engendré par X et M, donc l'ensemble des YX plus petit m dans M, qui est un idéal, il va être strictement plus grand que M, donc forcément, comme M était un idéal maximal, ce sera A, et comme c'est A, il contient 1, parce que A est un anneau unitaire, donc 1 peut s'écrire YX plus petit m, avec petit m dans grand M. Et ici, quand on passe au quotient, ça fait Y bar, X bar est égal à 1, et on a trouvé un inverse. Donc c'était important de préciser, c'était la précision 0. Je vais donner d'autres précisions. Voilà ce que demande la preuve qu'on va voir sous nos yeux, émerveillés. 1. L'existence de corps de décomposition d'une famille finie de polynômes sur un corps, donc quelque chose plutôt de master algèbre, donc on n'est plus dans l'agrégation interne. C'est-à-dire que quand vous avez un corps, vous avez des polynômes sur un corps, vous pouvez toujours, une famille finie de polynômes, famille finie, c'est important, vous pouvez toujours aller chercher des racines dans un corps de décomposition, qui, ce sont des corps de rupture à répétition, en quelque sorte. Et les corps de rupture, c'est facile, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec Q de X quotienté par X2 plus moins 2. Bon. Un corps de rupture demande que le polynôme soit irréductible, alors qu'un corps de décomposition, non, parce qu'on a fait des corps de rupture à répétition. Bien. 2. Le fait que si I est un idéal d'un anneau A, avec I sur différent de A, alors il existe un idéal maximal qui contient I. Alors peut-être que là, c'est là où Zorn, dans son article, où il construit ça, a créé le lemme de Zorn, d'après Cliff Conrad, je ne vais pas regarder personnellement, en tout cas dans l'article de Cliff Conrad, c'est expliqué comme ça. Là, effectivement, il y a ce côté, forcément, induction, mais c'est quand même assez facile. On regarde l'ensemble des idéaux qui contiennent I, et qui sont différents, évidemment, de A, et cet ensemble, il possède un élément maximal, au moins un élément maximal, qu'on va appeler M, et pour montrer qui possède un élément maximal, Zorn dit qu'il suffit de le montrer sur chaque chaîne ascendante. C'est-à-dire, dès que dans cet ensemble, il y a une chaîne ascendante pour l'inclusion, infinie, eh bien, elle possède un élément maximal. Voilà. Bon, ça c'est le lemme de Zorn, et alors on admettra ça. Troisièmement, il faut connaître la propriété universelle des anneaux de polynômes. C'est-à-dire qu'un anneau de polynôme, si vous voulez, vous avez k de x, et vous pouvez toujours avoir des morphismes qui vont de k de x vers n'importe quel k algèbre commutative, et qui à x associe n'importe quoi. C'est universel. C'est le côté n'importe quoi. Et si vous prenez k de x, y, vous pouvez envoyer sur n'importe quel cas algèbre, x sur n'importe quoi, et y sur un autre n'importe quoi. Et même si vous avez une infinité d'indéterminés, vous avez aussi une propriété universelle, donc de construction de morphisme, et ça c'est précieux, vers des cas algèbres où K est fixé. Puisqu'on va vers une K algèbre, donc une algèbre qui contient K, et les éléments de K, l'unité de K va vers l'unité de notre K algèbre. Voilà. Donc, cette propriété universelle des anneaux de polynômes, ça, faut la connaître. Et puis, quatrièmement, il y a ce qu'on appelle les éléments algébriques sur K, donc je vous ai dit, ils sont racines de polynômes à coefficient dans K, et si vous avez, non nul évidemment, et si vous avez une combinaison algébrique d'éléments algébriques sur K, donc une K combinaison avec des
des additions, des multiplications, hein, d'éléments algébriques, ben ça reste algébrique sur K. Voilà. Bon, ça, c'est des choses qu'on a vues normalement dans un cours de master en mathématiques fondamentales. Voilà. Maintenant, ça y est, on va pouvoir attaquer la preuve. Faire d'abord la construction de A et faire la construction de M. Allons-y. Donc, on va appeler U l'ensemble des polynômes sur K de X, F unitaire, non constant. Voilà. Et pour tout F de U, on va considérer les indéterminés X indice F1, X indice F dF. Donc il y a dF indéterminé ici, où dF c'est le degré de F. Alors, bon, on va regarder A, l'anneau de polynôme, A indéterminé XFI, où F parcourt U et I est compris entre 1 et dF. Alors peut-être que pour vous, hein, je ne sais pas, c'est le plus gros anneau de polynôme que vous avez jamais vu de votre vie, si ce n'est le plus gros anneau tout court que vous avez jamais vu. Voilà. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein, pour une clôture algébrique, pour un truc une maman poule qui materne tout ça. Hein. C'est une grosse poule. Alors allons-y, maintenant on va construire l'idéal M. D'abord, on va construire l'idéal I. Comment on va le construire? Alors dans A de Y, donc Y c'est une nouvelle indéterminée qui n'a rien à voir avec celle-là. Je vais regarder, donc c'est un anneau de polynôme sur A, bah tiens, il est encore plus grand que A, vous voyez. Je vais regarder le polynôme à coefficient dans A, F de Y moins, donc F je le vois comme polynôme, mais d'indéterminé Y, hein, moins le produit des Y moins X indice FI, donc les indéterminés ici. Alors on va prendre pour I l'idéal de A engendré par les coefficients de ce polynôme dans A de Y. Voilà. Pour tout F. Voilà. Donc bon, l'anneau il est énorme, mais l'idéal il est énorme aussi. Hein, un bon chat, bon rat. Et j'affirme, on va en avoir besoin ici, que I est différent de A pour pouvoir le plonger dans un idéal maximal. Alors, regardez, supposons par l'absurde que I soit égal à A, alors on pourrait écrire, bon, qu'est-ce que c'est que I? Bah, c'est l'ensemble des combinaisons A linéaires, en quelque sorte, des coefficients de ce polynôme, de ce grand polynôme-là. Donc, si I était égal à A, alors 1 serait dans I, c'est-à-dire que 1 pourrait s'écrire comme somme de alpha F CFK, où CFK c'est un des coefficients pour certains F, et alpha F dans A. F, évidemment, comme cette somme est finie, hein, bah oui, l'engendrement ne demande que des sommes finies, ça voudrait dire qu'il y a un nombre fini ici de polynômes. Donc on n'est que dans une partie finie U0 de U. Et bien sûr, ici, bah, chaque polynôme possède un nombre fini de coefficients, et là on va avoir un nombre fini de coefficients possibles. C'est le sens de cet indice K que j'ai rajouté. Alors maintenant, donc, je vais pouvoir construire, puisqu'il y a un nombre fini, un corps de décomposition des F juste dans U0. Et je vais appeler, donc ça veut dire que F maintenant va se décomposer, hein, les polynômes unitaires F vont se décomposer dans L, et RFI, c'est les racines de F avec multiplicité pour I de 1 jusqu'au degré de F. Maintenant, je vais construire un morphisme phi de A dans ce corps de décomposition. Un morphisme de K algèbre, en quelque sorte. Hein. Alors, c'est là que je vais utiliser la propriété universelle des anneaux de polynômes. Je vais envoyer, bah, donc sur K, c'est un morphisme de K algèbre, c'est-à-dire que K est envoyé sur K, c'est l'identité sur K. Les X, F, I, ici, bah, je peux les envoyer sur ce que je veux, d'accord? C'est ça la propriété universelle.
eh ben, je vais les envoyer sur RFI. Voilà. F parcourant U0 et I allant de 1 jusqu'à DF4. Et si F n'est pas dans U0, alors j'envoie X FI vers 0, systématique. À partir de ce morphisme de K-algèbre, donc je sais qu'il existe par propriété universelle, je construis phi tilde, A de Y dans L de Y, ça va prolonger phi, mais Y je l'envoie vers Y. Donc c'est un polynôme où on change juste les coefficients, il est évident que c'est un morphisme d'un autre polynôme. Et je remarque la chose suivante, je vais calculer phi tilde de ce polynôme-là. Eh bien c'est quoi? C'est f, il a un coefficient dans k, donc k lui il n'a pas bougé. Donc phi, il fait rien bouger, hein, les lignes ne bougent pas. On a toujours f de y. Et ici, j'ai mon x fi, pour tout f dans U0, qui va être envoyé vers RFI, et par propriété de morphisme, on va avoir donc f de y moins le produit des y moins RFI. Mais dans L de y, eh bien, ça, c'est égal à ça, puisque f se décompose. Ce qu'on avait dit, hein, on est dans le corps de décomposition. Donc ici, ça fait 0. Voilà. Donc, ce polynôme-là est envoyé par phi tilde vers ce polynôme-là. Mais comme un polynôme est uniquement déterminé par ses coefficients de façon unique, eh bien ça veut dire que tous les coefficients par phi vont, eux, vers 0. Alors maintenant, on regarde cette identité-là, on l'envoie par phi, 1 est envoyé évidemment sur 1, d'accord, le 1 de A est envoyé parce que c'est un élément de K, et tous ces éléments-là vont vers 0. Donc, en passant par phi, on va avoir que 1 est égal à 0. Et ça, en algèbre, c'est absurde. Donc, on a montré que I était différent de A. On va pouvoir appliquer ce lemme de Zorn pour dire qu'il existe un idéal maximal. I se plonge dans un idéal maximal. Il serait intéressant de ne pas appliquer le lemme de Zorn et de montrer directement que I est maximal. Il y a des possibilités pour que I soit maximal, mais on ne sait pas le montrer. Donc là maintenant on va achever la preuve, vous allez voir on n'est plus bien loin, regardez. Ce qu'on va montrer, ce qui reste à montrer, c'est que A sur M, que je vais appeler F, est une clôture algébrique de K. Je dis une clôture algébrique, c'est pas unique, c'est unique à isomorphisme près, mais bon, on pense une, parce que l'algébriste, il pense toujours à isomorphisme près. Bien, alors, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que F est algébriquement clos, et que pour tout X dans F, X est algébrique sur K. En fait, et c'est là où la preuve est quand même intéressante pour un agrégatif à l'externe, je dirais, c'est que c'est intéressant de voir la stratégie. Il y a une stratégie qu'il faut noter. Il vaut mieux d'abord montrer 2 et ensuite 1. Regardez, vous posez donc F égale A sur M, ce qui fait que K forcément s'injecte dans A sur M, donc A sur M c'est un corps, on l'a dit, hein, parce que M est un idéal maximal, donc ça c'est un corps. Pourquoi K s'injecte? Parce que M, il est maximal, il ne contient pas 1, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc 1 s'envoie ici dans le 1 de A, et quotienté par M, il s'envoie vers un non nul, ce qui fait que c'est forcément injectif, parce qu'un corps, quand on a un morphisme de corps, soit il est nul, soit il est injectif. Donc ici, on a bien ce qu'on appelle une extension de corps. Maintenant, il faut montrer que tout X de F est algébrique sur K. Alors, comme par construction, M contient I, et il est maximal, hein, sans être égal à A, ça veut dire en particulier que, quel que soit petit f dans U, ce polynôme, dans M de Y, va être nul. D'accord? Donc le polynôme, ici, dans M de Y. Ce qui veut dire que dans F de Y, quand on va quotienter par M, ce polynôme est nul, modulo M. Donc ici, on va avoir F de Y qui se décompose en
y moins xfi bar. Bar voulant dire, évidemment, modulo m. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet élément-là, c'est une racine de f, et donc qu'il est algébrique sur K, puisque f, on l'avait pris, évidemment, quelconque dans K de x, dans K de y. Donc, ça veut dire que tous les générateurs sont algébriques sur K, et petit x, qui est combinaison algébrique d'éléments algébriques, puisque sur K, il est combinaison de ces éléments-là, par addition, multiplication, combinaison linéaire, eh bien, ça veut dire que x est algébrique sur K d'après le point 4, qu'on est censé savoir, que j'ai déjà fait, par exemple, avec le résultant. Donc voilà, on a montré le point 2, maintenant on va montrer que f est algébriquement clos. C'est assez intéressant de voir comment on fait ça. On prend pi, un polynôme de f de x, et on va le choisir irréductible sur f. Pour montrer que f est algébriquement clos, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que pi est de degré 1. Voilà. C'est ce qu'on va faire. On va regarder le corps de rupture, cette fois-ci, de pi, sur f, c'est-à-dire f de x, quotienté par pi. Comme pi est irréductible, c'est bien un corps, et donc, en fait, je prends une racine, je suis en train de prendre une racine de pi dans une extension de f. Voilà, et je l'appelle alpha, c'est x bar. Bon, donc, regardez, j'ai k qui est inclus dans k des coefficients de pi, je prends ici tous les coefficients de pi, qui sont dans f, par hypothèse, mais les éléments de f sont algébriques, donc ça c'est une extension algébrique, il y a un nombre fini d'éléments ici, donc ça c'est une extension algébrique, et de cette extension algébrique, je vais prendre l'extension par alpha de cette extension-là. Donc ça c'est algébrique, puisque alpha est algébrique sur ces coefficients-là, c'est une racine de l'élément irréductible pi. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste ici que alpha est algébrique sur K, parce que la dimension de lui sur lui est finie par le théorème de la base télescopique. Ok, alpha est algébrique sur K. Maintenant, ça veut dire que il existe un élément de K de Y qui annule alpha, puisqu'il est algébrique sur K, ça veut dire que c'est ça la définition d'être algébrique. Et bien sûr, comme f est dans K de Y, il appartient à f de Y, et comme pi c'est le polynôme minimal, parce qu'il est irréductible, le polynôme minimal de alpha, eh bien on va avoir pi qui divise f. Voilà, pi divise f. Donc maintenant, comme tout polynôme de K de Y est scindé sur f, et que pi le divise, pi est scindé sur f. Comme pi est scindé sur f et qu'il est irréductible, eh bien ça veut dire que son degré c'est 1. C'est ça qu'on voulait démontrer. Voilà. En gros, ce qu'on apprend dans cette histoire, c'est qu'il vaut mieux commencer par ça et ça. C'est-à-dire, si on arrive à montrer que tout élément d'une extension f est algébrique sur K, alors, pour montrer que f est algébriquement clos, il suffit de montrer que tout polynôme à coefficient dans K est scindé sur f. Et vous voyez ici que c'est quand même une preuve qu'il est bon de retenir. Voilà. Et là, oui, c'est intéressant de voir Zorn en action, Zorn à son origine. Et c'est intéressant aussi de regarder la page de Keith Conrad, qui est un menu des plaisirs, là aussi, extraordinaire. Voilà, on va s'arrêter là.